c'est une ferme école. C'est une ferme aussi qui s'inscrit dans les grands débats contemporains, le changement climatique. Vous allez voir sur la carte de cette ferme que c'est une petite tache verte au milieu de ce que j'allais appeler de la désertisation. Effectivement, c'est le constat réel. Dassari est confronté à une désertification terrible. Je dirais même que le désert avance et c'est la porte d'entrée même de ce désert-là au Bénin. Quand nous sommes arrivés il y a 20 ans, il y avait 1 ou 2 centaines d'habitants à Dassari Centre. Aujourd'hui, ils sont 4000. S'ils coupent les arbres, c'est pas par bêtise ou méchanceté, c'est parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement pour l'instant. Et ça, si on arrive ici à trouver des solutions pour qu'on puisse continuer à vivre et pouvoir faire la cuisine sans couper les arbres, on aura réussi. Un exemple de développement qui inspire. Nous sommes à Dassari, commune de Materi, département de la Takora au Bénin. Arrivé ici, demandez à aller sur la ferme du Vieux Blanc et l'on vous indique l'Empire d'Autruche. C'est bien là et dans son principal bureau que Michel Le Cornec nous a accueillis. L'objectif étant d'en savoir sur l'historique de la ferme Tataktou. De 1996 à 2006, j'ai été conseiller spécial pour le développement auprès du président Mathieu Térékou. Et il m'a confié beaucoup de missions au Bénin et à l'étranger. Et en particulier, il m'a demandé d'aller en Côte d'Ivoire. Parce qu'on avait en Côte d'Ivoire une grosse population béninoise, il y avait des troubles graves, les étrangers étaient en danger. Donc j'ai parcouru un peu la Côte d'Ivoire et j'essayais d'analyser la situation qui prévalait, pourquoi cette guerre, pourquoi ces conflits nord-sud et tout. Et il a commencé à avoir un problème parce que le développement n'avait pas été harmonieux sur l'ensemble du pays. Okay. Et quand je suis rentré, j'ai fait des rapports au président Kérékou et je lui ai dit, moi général, il y a un problème, les mêmes causes produisant les mêmes effets. Si au Bénin, on ne développe pas les périphéries et les villages les plus pauvres, un jour on aura des problèmes. Il faut que le développement soit harmonieux et profite à tout le monde. Ah, il m'a dit, vous êtes un étranger, vous pouvez faire ça. Moi, si je faisais des choses au nord, on va dire que je suis un régionaliste. Voilà. Bon, moi je suis pour l'unité nationale. Mais vous, c'est bien de le faire. C'est ainsi que l'idée de ce qui va devenir la tache verte de Dassari a germé. Quand on a fait la carte de la pauvreté au Bénin, vous voyez la Takora et cette partie de la Takora était dans la zone rouge. Lui, il s'est dit, mais je peux faire quelque chose ici. Je peux donner de la joie, de l'espoir à la jeunesse d'ici. Et je me suis dit, moi, qui suis un Européen, si je viens faire une ferme ici pour vendre des produits, on dira que je suis un colon. Donc je ferai une ferme où on ne vendra rien. Ce sera une ferme expérimentale. On va former des populations à participer, vous avez vu, à tous les corps de métier qu'on va créer. J'ai pensé faire des infrastructures. J'ai d'abord fait une piste pour rentrer dans la ferme, qui n'existait pas. Et avant même de construire une maison, j'ai fait une centrale électrique. J'ai tout de suite fait un forage en eau profonde. Après, j'ai commencé à développer, faire une maison, amener un circuit électrique souterrain, je ne voulais pas de fil nulle part, et un circuit d'eau.
faut qu'on fasse le développement du milieu naturel, mais l'homme est dedans, dans la mesure où il ne se conduit pas comme un prédateur. Voilà. Donc, on ne tue pas les animaux et on ne tue pas les arbres. Si on tue un animal, c'est pas de la prédation, c'est pour manger. Et tous les gens que vous avez vus ici, dans les différents services, ont été formés ici. Donc vous avez des paysans venant, j'allais dire quasiment de leur où, mais qui savent maîtriser la réparation de n'importe quel type d'engin aujourd'hui. Ça montre un peu la parfaite intégration, je dirais, de l'autochtone dans tout ce qui se développe autour de lui, avec lui et j'allais dire pour lui essentiellement. Et parlant d'autochtones, il n'y a pas que les humains. Vous avez également ces chevaux Berba qui vous accueillent chez eux. Je me suis aperçu ici qu'il y avait des chevaux d'une race qui était unique au Bénin. Et c'est le seul endroit où il y a des chevaux qui se reproduisent, qu'on ne vaccine pas, parce qu'on est dans la plaine du Bourma, et il n'y a pas la tsetse ici. Et c'est une espèce qui appartient au patrimoine béninois, la seule espèce de chevaux qui se reproduisent au Bénin. J'avais vu, on a des poulains, et je pensais qu'il fallait faire un conservatoire, parce qu'on ne peut pas perdre ça. Ça fait partie de votre patrimoine. C'est un cheval rustique, entièrement maîtrisé depuis déjà des décennies peut-être même des centenaires par la population autochtone Berba. Mais personne ne fait ressortir cette race chevaline dans les enseignements. Je dis bien dans les enseignements. Vous pouvez faire une petite enquête au niveau de nos universités, de nos collèges. On ne nous en parle pas. On a commencé à essayer le croisement, parce qu'on a des ânes qui traînent des petites charrettes pour ramasser les choses dans la ferme, et il fallait mouvement sans leur mettre les voitures, croiser un âne avec une jument. Alors, les ânes sont petits, mais les juments aussi. Et ça a marché. On a eu ce qu'on appelle un mulet, qui est à la fois un hybride entre le cheval et l'âne, mais qui est un hybride qui ne se reproduit pas. Donc il faut toujours, pour faire un mulet, avoir un âne et une jument. Mais il y a des ânes en Europe, des mulets en Europe, il y a des mulets en Afrique du Nord. Au sud du Sahara, il n'y a pas de mulets. Donc les premiers mulets sont nés ici depuis 2 ans. On est au 2e mulet. Le mulet a beaucoup d'avantages. C'est un petit cheval qui peut porter des charges importantes, qui peut tirer une charrette et qui peut marcher dans la montagne, où le cheval ne passe pas. Mais comme c'est une ferme d'expérimentation, on a expérimenté le mulet. L'activité principale reconnue sur la ferme, c'est l'élevage d'autruches. Avec les sages, on a fait une grande réunion à l'école avec tous les familles des collectivités pour dire ce qu'on allait faire ici et qu'on allait réintroduire l'autruche. Donc moi je savais que l'autruche avait déjà existé, on a eu la preuve, c'est que les vieux qui étaient là, je leur ai montré des photos d'Afrique du Sud d'ailleurs, et ils ont dit Tataoun, Tataktou. Tataoun c'est le Saint-Lulier. Ça veut dire l'autruche. Okay. Tataktou, ça veut dire les autruches. Ils n'auraient pas inventé un nom, quelque chose qu'ils n'auraient jamais vu. Tu comprends? Oui. L'ours blanc, par exemple, du pôle Nord, n'a pas un nom en bialy. Mais c'est comme ça, tu vois, à partir du moment où une population, dans une langue vernaculaire, donne un nom à quelque chose, c'est que ça a existé.
L'autruche est un oiseau le plus grand d'ailleurs sur Terre. C'est un animal qui mesure 2,50 m de taille et pèse 120 à 150 kg à l'âge adulte. L'autruche est de la famille des Struthionidés et du genre Struthio. Ici à la ferme, nous élevons le Struthio Camellus australis que vous voyez là. Les mâles sont caractérisés par le plumage noir brillant et l'extrémité des ailes et de la queue blanche. Les femelles sont beaucoup plus petites que le mâle et présentent un plumage brun. Ici à la ferme Tataktou, l'élevage des autruches se passe dans un système semi-intensif, ce qui répond bien aux objectifs de la ferme. Semi-intensif, c'est que les animaux sont élevés dans de grands parcs herbeux et ils profitent bien du pâturage et nous venons avec un complément alimentaire que nous leur servons chaque jour de la provende. Dans ce système, nous utilisons aussi des incubateurs, des œufs d'autruche. Donc les œufs ne sont pas laissés aux autruches elles-mêmes. La couvaison est artificielle en ce moment. En novembre, nous sommes déjà dans la période de ponte. Donc chaque soir, nous venons ramasser les œufs, nous les amenons vers les salles d'incubation. Donc au niveau des salles d'incubation, les œufs subissent déjà quelques opérations telles que le premier mirage, la prise de poids et la désinfection. Donc après ces étapes, les œufs sont disposés dans les incubateurs et plusieurs paramètres sont à maîtriser dans ces incubateurs. Nous pouvons citer la température, l'hygrométrie, le retournement et le taux d'oxygène à l'intérieur de l'incubateur. Du premier jour de l'incubation jusqu'à l'éclosion, on a entre 41 et 42 jours maximum. L'autruchon à l'éclosion pèse en moyenne 850 grammes, voire 1 kg. En élevant cet oiseau, on a beaucoup d'avantages. On n'y perd rien en général. L'œuf de l'autruche est consommé en omelette. Alors, la coquille obtenue est aussi décorative. On peut faire des dessins dessus, on peut le garder aussi intact comme ça. La rentabilité de l'autruche, ça a été les plumes au départ pour les bonnes dames. Ils mettaient leur chapeau jusqu'à l'ère 14-18, après ça s'est perdu. Et ensuite, ça a été la viande. C'est la viande la plus chère. Je dis en Europe, c'est le double de la viande de bœuf. Et le cuir, qui est le cuir le plus cher du monde. Mais pour pouvoir s'adresser aux tanneries spécialisées, les lots de peaux qu'il faut livrer tous les ans, c'est 100 peaux. Bon, moi je ne peux pas livrer 100 peaux. Et 100 peaux de Cattleya ou 500 peaux de catégorie B. On n'en est pas là. La vision, ce serait de les réintroduire dans la nature après. Là, je vois déjà la Pandjari, et surtout avec le réchauffement climatique, c'est un animal qui maintenant a migré partout dans les déserts. Et un jour, peut-être, on pourra en remettre dans le parc de la Pandjari ou dans le parc du W. Et pour le tourisme de vision, les gens verront des autruches sur le terrain, dans leur milieu naturel. C'est aussi de faire le développement qui n'existe pas en Afrique francophone, qui existe beaucoup en Afrique anglophone, il vous en a parlé je crois, c'est l'élevage de la faune, l'élevage d'animaux sauvages, comme des animaux domestiques. La faune sauvage est une ressource renouvelable, c'est une ressource que nous pouvons multiplier, exactement comme nous multiplions nos bovins, nos caprins et ainsi de suite. Pourquoi allons-nous contenter simplement d'aller la regarder, de rentrer chez nous et de sanctionner tous ceux qui disent « moi je ne veux pas que la viande de vache,
que la viande de chèvre et ainsi de suite. Je veux aussi la viande de faune sauvage. On a attendu 12 ans pour avoir des autorisations pour élever des antilopes. Ça s'est déterminé rapidement à la fin. C'est Brice Saint-Saint qui a été avec 2 vétérinaires sud-africains que j'ai fait venir d'Afrique du Sud pour capturer les animaux. Ils ont été capturés au Togo. On avait 2 femelles de mâles, une femelle à mi-bas. L'année d'après, l'autre femelle à mi-bas. Maintenant, on a 2 petits. Et on a la première est de nouveau pleine, gestante. D'ici 5 ans, nous espérons qu'on aura une belle population qui va nous permettre de montrer aux Béninois que nous pouvons aussi passer de la chèvre à l'élevage d'antilopes. Varier aussi les goûts au niveau de ce que nous prenons comme viande. Nous n'inventons quasi rien. L'Afrique australe, l'Afrique du Sud en particulier, c'est déjà rentré dans les habitudes. D'autres espèces fauniques, vu la quiétude et la bonne mine qu'affiche cette biosphère, y ont fait leurs habitats. C'est ce qu'on appelle One Stop Shop. Vous vous arrêtez au niveau d'un magasin, vous avez tout. C'est un peu le concept de ce qu'il y a sur cette ferme. On peut évoluer ici en vase clos, c'est-à-dire les étudiants ont leurs habitations, la salle de restitution, la salle d'animation des enseignements, et aussi le retour de terrain. On peut faire un petit débriefing ici de ce qu'on a collecté comme données. Nous sommes directement dans notre milieu d'apprentissage et d'application tout de suite des concepts que je vais donner. C'est ça le modèle qu'on devrait prendre et vulgariser. Descente à présent au petit élevage. Ici, ce qui retient le plus l'attention des visiteurs, c'est cette expérimentation scientifique concluante. Ce qui a conduit à cette belle aventure, c'est une prise de braconnier dans la forêt classée de la Lama, plus au sud du Bénin, d'une femelle potamochère. J'arrivais sur les lieux quand cela a été arraisonné. Et j'ai demandé à garder cette truie de potamochère. C'est ainsi que, de retour au niveau de ma maison, j'ai fait prendre un mâle de race locale, pas de race locale, et j'ai forcé un peu le croisement, ce qui a donné naissance à des petits. Fort de cette expérience, ou mieux valoriser cela qu'ici. Donc on a apporté un couple il y a 2 ans. Un couple, vous pouvez constater le résultat. En 2 ans, ils ont peuplé déjà quasiment toute la cour. 31. Oui. Et puis les Togolais sont même venus chercher. Oui, j'en ai donné. Voilà. On est fiers d'avoir créé une nouvelle race de potamopores, parce que ce n'est plus le potamochère en tant que tel, non plus le porc en tant que tel, c'est des potamopores. Donc ils sont nettement plus costauds, plus résistants. Voyez-moi, c'est une autre viande, la qualité de la viande. On en a tué un, on l'a mangé. Oui. C'est un goût de phacochère, c'est un goût de vente de brousse. Oui. Et vous voyez, quand vous venez, vous les sentez. Hein. Oui. Et la viande a un goût de brousse.
Donc c'est plus la peine d'aller bratonner les phytochères, vous les élevez. Oui. Si nous sommes dans une unité intégrée, on fait de la production animale, il faut réfléchir tout de suite à l'alimentation. Et ne pas mettre tous ces coups en théorie. En théorie, c'est quoi? On va vous montrer les formules, mais c'est quoi une provenderie? Et c'est quoi même la gestion d'une unité pareille? C'est une unité de production qui a besoin aussi qu'on sache. La mise en place des instruments seul ne suffit pas. Un aliment, de façon artificielle, on peut calculer ce qu'on espère de cet aliment-là. Une fois que je donne l'aliment, qu'est-ce que je compense en réalité? Les reproducteurs ont de la coquille. En continuité. Voilà, donc c'est bien, vous voyez, en fonction du rôle que joue telle ou telle catégorie, les reproducteurs, il faut qu'ils aient suffisamment de coquilles pour que les œufs, comme nous avons discuté, puissent être aussi solidifiés.